au maintien de la paix au Soudan. Après 12 mois de projection en opération de maintien de la paix au Darfour, la FPI du Togo a exécuté avec professionnalisme et une conduite conforme aux règles onusiennes la mission qui lui était impartie. Aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est une grande joie pour tout le personnel de cette FPU qui est de retour. C'est la joie du retour au Bercail, c'est la joie donc d'une mission accomplie. C'est avec un sentiment de satisfaction totale que le directeur général de la gendarmerie, le colonel Panassa Awoki, a accueilli ses frères d'armes. Je lis la joie sur les visages et cette joie-là, sachez que nous la partageons tous. Nous sommes très contents de vous voir revenir après de si longs mois de mission où vous avez représenté et honoré dignement le Togo dans ce pays frère qui est en crise et où vous avez su apporter votre contribution à la restauration de la paix dans ce pays. Soyez-en fiers parce que l'œuvre que vous êtes allés accomplir, même si parfois c'est pénible, il faut savoir que vous avez accompli une œuvre qui sera retenue par toute l'humanité pour longtemps. En attendant d'autres missions, les 130 soldats togolais sont visiblement heureux de retrouver leur terre natale et leur famille. Sécurité encore, mais cette fois-ci sur nos routes. Il y a trop de dégâts matériels et humains sur les axes routiers du Togo à cause des défaillances techniques, mais surtout à cause du facteur humain. Les usagers de la route négligent souvent le code de la route, occasionnant des accidents. L'État a pris la mesure de la chose. De nouvelles dispositions vont entrer en vigueur. Différents acteurs ont été sensibilisés sur la question à Atapamé. Yves Agbevivi. Du 1er janvier au 30 septembre 2013, les routes togolaises ont enlevé la vie à 516 personnes, blessé 6345 et tout ceci dans 4295 accidents. Mais le mal continue et les autorités togolaises ont pris des dispositions légales et justement pour enrayer les mauvais comportements aussi bien des conducteurs que des passagers pour garantir la sécurité sur les axes routiers. Ces dispositions légales qui doivent être respectées aussi bien par des Togolais que par des résidents étrangers s'imposent à tous. Nul n'est censé ignorer la loi, raison pour laquelle les autorités préfectorales et des forces de l'ordre et de sécurité ont initié cette rencontre à Atapamé où elles ont expliqué aux populations de la région des Plateaux le contenu des dites dispositions. 3 décrets d'application qui ont été pris et qui concernent les usages courants, habituels, le non-respect du port de ceinture par les usagers et les conducteurs, le non-respect du port de casque par les conducteurs de taxi-moto et leurs usagers, et l'usage de téléphone au guidon ou au volant des véhicules. Et c'est sur ça que nous sommes appesantis pour sensibiliser la population aujourd'hui. Au cours de cette rencontre, les populations ont évoqué des abus de certains agents des forces de l'ordre et de sécurité et les autorités ont répondu. Tout a été fondu dans le code de la route. Avant, il y avait toute une liste d'infractions. Aujourd'hui, le code de la route est spécifique. La loi, elle est là. Donc, un article qui n'a pas été défini ou un agent qui va à l'encontre de ce qui a été prévu par la loi, nous, les autorités locales, nous sommes là, nous sommes disposés à prendre toutes les mesures pour faire respecter cela. Plusieurs cas de figure sont pris en compte, entre autres, faux et usage de faux, des phares en mauvais état ou mal réglés, conduite sans permis, l'érection illégale de dos d'âne, conduite en état d'ivresse ou sans casque, et sous ce rapport, et le conducteur et le passager sont punis chacun de 5 à 10 000 francs CFA d'amende. À présent, un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme thématique consacré à la réduction du déboisement et de la dégradation des forêts et la valorisation des espèces des services environnementaux des forêts tropicales de l'OIBT, Organisation internationale des bois tropicaux, projet qui s'exécute dans 2 localités de la préfecture d'Amou et qui a reçu la visite du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières André Johnson. Nous retrouvons Yves Agbevivi.
Nous sommes sur une piste de la localité d'Alaosso dans l'Amour. Une piste menant à ce retenu d'eau de 25 000 m3, un site aménagé ici comme à Bato dans la même préfecture et dans le cadre de la mise en œuvre du projet de réhabilitation et restauration des reliques forestières et des savanes incultes des vallées d'Akpé et d'Akama. Le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières a fait le déplacement d'Amour pour constater l'évolution des travaux sur le terrain, notamment la planification de l'utilisation de la ressource ligneuse des dites zones, la réhabilitation et la restauration des reliques forestières. En tout, 600 hectares doivent être réhabilités. Actuellement, selon les responsables, les travaux s'effectuent sur 300 hectares. Après 2 ans d'exécution, on peut quand même se dire que nous tendons vers l'objectif qui est assigné, à savoir planter les 600 hectares. Et nous en sommes à un peu plus de la moitié, dû essentiellement au retard accusé pendant la première année, parce que c'est toujours difficile de commencer. Donc on peut être satisfait des résultats. Nous sommes dans la Moue, hier on était à Laosso, aujourd'hui nous sommes à Bato. Le message principal que nous voulons délivrer à cette population, c'est un message d'encouragement. On les encourage vivement à s'impliquer davantage qu'ils ne le font jusqu'à présent. Parce que ce projet est leur projet et ce projet n'est pas un projet à court terme. Ce projet doit se pérenniser dans le futur. Donc notre présence est assez significative, est assez éloquente à ce sujet, à savoir que nous sommes venus les encourager et avec les encouragements aussi du chef de l'État qui n'a pas manqué de nous demander de transmettre ce message. Sur le terrain, le ministre qui a été bien accueilli par les populations a constaté de visu les plans mis en terre et qui se développent déjà, des tecs vieux de 2 ans, des retenues d'eau aménagées d'une capacité de 50 000 m3 d'eau. Direction Kara pour un autre projet. Celui-ci est dénommé Réduction de l'impact négatif des déchets urbains sur les produits maraîchers de la rivière Kara. Il a été exécuté par la FAST, la Faculté des sciences et techniques de l'Université de Kara, et est à son terme. Le bilan avec Nestor Moussou. De février 2012 à décembre 2013, il a été mis en œuvre par la Faculté des sciences de l'Université de Kara un projet financé par le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Togo. Ce projet a consisté à la réduction de l'impact négatif des déchets urbains sur les points d'eau et les produits maraîchers de la rivière Kara. Aujourd'hui, l'heure est au bilan. Les différents acteurs du projet se sont retrouvés pour la restitution des résultats. 2 types d'activités ont été menées. D'une part, les activités scientifiques et d'autre part, les activités d'ordre social. Pour le volet scientifique, nous avons eu à établir l'état de pollution de la rivière Kara et des ruisseaux qui drainent de l'eau vers la rivière, l'état du sol et des sédiments de la rivière, puisque c'est au bord de cette rivière qu'une intense activité de maraîchage est pratiquée. Donc sur le plan chimique et microbiologique, les résultats sont disponibles pour donner l'état de pollution de la rivière et qui reflète le comportement des populations dans la gestion des déchets. Sur le plan social, nous avons formé les CDQ et les responsables d'associations et ONG impliqués dans la gestion des déchets. Nous avons formé également les agents municipaux et les agents des services techniques impliqués dans l'assainissement. Nous avons formé également les maraîchers sur l'élaboration du compost et l'utilisation en agriculture. Ceci d'ailleurs a amené un groupe de maraîchers à entreprendre une agriculture biologique. Dans l'exécution du projet, les quartiers de la ville de Kara ont été sillonnés pour sensibiliser les populations sur les effets néfastes des déchets urbains et la nécessité pour ces populations d'adopter les bonnes pratiques en matière d'hygiène. Certes, le projet a pris fin, mais le programme de recherche se poursuit. En fonction des résultats, d'autres issues vont être recherchées pour continuer le travail au profit de la communauté. L'Agence nationale de la sécurité alimentaire poursuit sa campagne d'achat des produits agricoles à travers le pays. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche s'est rendu à Moné, dans la préfecture de Dangpen, pour superviser une opération de collecte du maïs sur le terrain. Nestor Moussou. La campagne de collecte des produits agricoles a été lancée en décembre dernier. L'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo a élaboré un programme qu'elle suit.
L'ANSAT, région de la Kara, a déployé ces derniers jours son arsenal d'achat vers la partie ouest de cette région, notamment à Bassar et à Dankpen. Pour ces deux préfectures, l'ANSAT envisage acheter 30 tonnes de maïs et de sorgho. Une partie de la collecte s'est effectuée à Monet, dans la préfecture de Dankpen, sous les yeux du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. On est revenu sur nos pas pour voir ce qui se passe sur le terrain. Nous sommes satisfaits de remarquer que les achats continuent sur l'ensemble du territoire. Nous sommes sur un site de Dankpen, mais ce que nous voulons dire, surtout à l'endroit des paysans, c'est qu'ils doivent faire tout pour s'approprier les marchés. Aujourd'hui, nous avons eu des reflets émanant des paysans qui s'inquiètent déjà sur un fléchissement des prix que nous constatons, c'est vrai, sur l'ensemble, sur certains points du territoire. Donc nous sommes venus saisir cette occasion pour échanger avec les paysans et pour voir quel mécanisme de surchauffe des prix nous allons mettre en œuvre pour que d'ici 1 à 2 semaines, que les prix puissent reprendre leur ascendance. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a informé les producteurs de Monet de l'implantation à Lomé d'une usine de transformation du maïs graines en farine. Nous avons reçu les premiers échantillons du produit fini et l'usine qui est actuellement basée à Lomé se propose d'organiser les achats sur l'ensemble du territoire dans les jours à venir. On a échangé avec les paysans sur le groupage des stocks et surtout la qualité, parce que il y a une certaine rigueur dans la grille des qualités, parce que l'usine qui s'installe doit effectivement mettre les produits finis sur le territoire, mais sur les marchés aussi sous-régionaux et internationaux. Avec l'implantation de cette usine, c'est un atout supplémentaire d'écoulement qui s'offre aux producteurs. La balle est donc dans leur camp. On met le cap sur Biancouri dans le Grand Thône. Les élèves du lycée disposent désormais d'un nouveau bâtiment scolaire. Leurs conditions d'études vont donc s'améliorer grâce à ce don désiré à l'œil. C'est un sentiment de satisfaction remarqué chez tous les élèves et enseignants du jeune lycée de Biancouri dans la préfecture de Saint-Cassé. Et pour cause, leur lycée vient d'être doté d'un bâtiment scolaire. Financé à hauteur de 18 millions de francs CFA, ce joyau est une œuvre de l'Armong Abdou natif du canton pour soutenir le développement du milieu. Vraiment, nous sommes très fiers de ce joyau dont on nous a offert. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être doté de ce joyau et nous allons prouver par nos efforts, par le travail fourni. J'ai beaucoup apprécié côté de ce monsieur, que Dieu fasse tout, qu'il continue et l'exemple qu'il a donné là, que les autres aussi en fassent autant. Quant aux élèves, nous allons après les sensibiliser, leur demander de remercier ce monsieur en se mettant au travail. Parce que comme ça, il verra qu'il n'a pas jeté son argent par la fenêtre. Si nous avons pu apporter notre contribution pour appuyer le système éducatif, l'une des priorités du gouvernement togolais, c'est grâce au climat de paix et de développement entretenu par le président de la République, Faure Essouzouana Gnazingbe, a dit en substance l'heureux donateur qui a demandé à chaque Togolais d'apporter sa pierre, quelle qu'elle soit, pour ensemble bâtir notre pays. C'est un don pour mon village. C'est un don pour mes petits frères, pour que mon milieu développe, pour que Togo développe. C'est pas tout que le gouvernement peut venir faire pour nous. Si tu arrives à 57 d'appel, tout ça là c'est goudronné. On est très contents. Donc voilà dans notre village ce que nous aussi on peut supporter pour que si le gouvernement vient, il va vouloir vraiment nous appuyer encore. Le préfet de Saint-Cassé, qui a officiellement ouvert les portes du bâtiment de 3 classes, a demandé aux élèves et enseignants d'en faire bon usage. Il a exhorté les parents à la scolarisation de tous les enfants et suivre leur cursus scolaire pour qu'ils deviennent une relève bien formée. Au Bénin, le président Yaïboni joue la carte de l'apaisement. Les syndicats sont en grève depuis 2 mois. Les jours de débrayage ont été enlevés de leur salaire, ce qui a renforcé la contestation. Le président béninois, par souci d'apaisement, a décidé de passer l'éponge. Les sommes prélevées seront remboursées aux fonctionnaires. Le ciel au Bénin envoie de trouver une issue. Ce vendredi, à travers un discours à la nation, le président Boni Yayi a décidé de restituer les retenues sur salaire des grévistes effectuées au cours des mois de janvier et de février 2014. Pour rappel, cela fait 2 mois que l'administration béninoise connaît des grèves répétées dans les secteurs névralgiques de la vie sociale et économique.
tribunaux, écoles et hôpitaux connaissent au moins 72 heures de grève par semaine. 28 février, jour anniversaire de la clôture de la conférence des forces vives de la nation de 1990, le président béninois a voulu relancer le dialogue avec les partenaires sociaux que sont les syndicats. J'ai décidé, en ma qualité de président de la République, en toute responsabilité et dans un souci d'apaisement, de faire procéder à la restitution des défalcations opérées en 2014, et ce, nonobstant tous les vices de procédure qui ont entaché le déclenchement de ces grèves, ainsi que les enjeux de toute évidence étrangers aux intérêts corporatistes des travailleurs. Le gouvernement béninois fait donc un pas pour permettre la résolution de la crise sociale qui court déjà depuis 2 mois au Bénin, mais ceci est loin d'être suffisant selon les syndicats. Nous avions dit, nous avons 7 points de revendication. On a eu un point d'achoppement sur les défalcations. Le chef de l'État a décidé maintenant de rétrocéder les défalcations. Il faut que rapidement la commission de négociation soit rappelée et qu'au sein de cette commission, nous puissions aborder rapidement les autres points de revendication pour voir si nous avons un accord. Et mieux, cette mesure prise, annoncée par le chef de l'État, n'est pas encore consignée dans un protocole d'accord. Et pour qui sait quel est le mode de fonctionnement de notre gouvernement, nous n'avons encore aucune confiance. Il vaut mieux que tout ce qui est dit soit écrit, soit signé, et que le moment venu nous puissions donc brandir ça comme étant un engagement du gouvernement. Maintenir le dialogue entre le gouvernement et les forces vives de la nation, tel est le souhait affiché par le président Boniayi. Mais beaucoup d'analystes de la vie sociopolitique estiment que même si la restitution des défalcations est un pas en avant, les conditions ne sont pas encore réunies pour l'instauration d'un véritable dialogue. Nigeria, une explosion de bombes a fait 35 morts dans l'état de Maiduguri, un acte perpétré selon les premières tendances par la secte islamiste Boko Haram. Demain s'ouvre en Afrique du Sud le procès de l'athlète Oscar Pistorius. Le champion d'athlétisme avait abattu sa compagne il y a 1 an. De nombreux Sud-Africains redoutent l'influence de la célébrité du prévenu sur le procès. Et pour lever le doute, le juge a ordonné que l'audience soit retransmise en direct à la télé. Les abords du tribunal de Pretoria sont encore tranquilles. Plus pour longtemps. Le procès d'Oscar Pistorius s'ouvre ce lundi. Des centaines de journalistes feront le déplacement, comme cela avait été le cas en février 2013 pendant cette audience préliminaire. Le meurtre de sa compagne, Riva Steenkamp, venait d'être révélé. Une onde de choc en Afrique du Sud. À la veille de son procès, certains Sud-Africains craignent que la célébrité d'Oscar Pistorius le protège. Dans ce pays, si vous avez de l'argent, vous êtes au-dessus de la loi. Vous serez soumis à un traitement spécial. Avec tout le battage médiatique et ainsi de suite, je ne sais pas. Je pense qu'ils vont prendre toutes les mesures possibles pour que ce soit un procès équitable. Fierté de l'Afrique du Sud, icône du sport mondial, Oscar Pistorius était une source d'inspiration pour des millions de personnes handicapées. Par sa seule volonté de faire, il parvient à courir pour la première fois avec les valides aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. L'histoire de ce joli garçon fascine, il devient une star acclamée. Beaucoup de journalistes en Afrique du Sud étaient proches d'Oscar. Donc, on n'a jamais eu la vérité sur ce qui s'est réellement passé. Malheureusement, il y a eu trop de choses qui ont été étouffées, que ce soit par les policiers qui le connaissaient ou les journalistes qui étaient ses amis. Après la mort de Riva Steenkamp, d'autres incidents plus anciens se révèlent au grand jour. Les Sud-Africains découvrent son caractère agressif et son obsession pour les armes. Son procès sera retransmis en direct à la télévision. Je pense que la raison principale pour laquelle la juge a accepté que les médias accèdent à ce procès est précisément pour que l'on ne pense pas qu'Oscar aura un traitement de faveur. La célébrité d'Oscar Pistorius est un défi pour le système judiciaire sud-africain. Une centaine de témoins seront cités. Un procès sensation sous le regard du monde entier. Un nouveau cardinal burkinabé nommé par le pape François, il s'agit de Monseigneur Philippe Ouedraogo. Il a reçu la visite et les félicitations du président Blaise Compaoré à l'archevêché de Ouagadougou. Avant lui, il y a eu le cardinal Paul Zungrana, décédé en 2000. Le Burkina Faso a dorénavant un cardinal. 14 ans après la mort du deuxième cardinal africain Paul Zungrana, l'église catholique de Burkina est à nouveau honorée avec ce nouveau conseiller papal.
En effet, lors du consistoire du 12 janvier 2014 à Rome en Italie, le pape François nommait 19 nouveaux cardinaux, dont l'archevêque métropolitain du diocèse de Ouagadougou, Monseigneur Philippe Ouedraogo. Ce nouveau cardinal qui a reçu ses attributs ce 22 février dernier à Rome s'est vu honoré de la visite du président Blaise Compaoré, qui l'a félicité pour sa nomination. Nous sommes venus pour apporter nos encouragements à son éminence et bien sûr saluer l'homme qui a été choisi par son action au service de l'Église et bien sûr du Burkina et dire bien sûr ce que souhaite l'État du Burkina, un État, c'est vrai, laïque, mais qui rencontre l'Église catholique sur le terrain de la promotion de la sécurité humaine, de la consolidation de la paix dans notre pays. La nomination de ce cardinal-là est pour l'Église famille du Burkina Faso une fierté et une exhortation à persévérer dans l'évangélisation, mais aussi dans le dialogue interreligieux dont ce nouveau cardinal s'est toujours investi. C'est un signe d'attention et de sollicitude pastorale du pape vis-à-vis de l'Église du Burkina. Et bien sûr vis-à-vis de la personne du cardinal. Il l'a dit suffisamment, c'est une responsabilité qui lui est confiée. Rappelons que le cardinal Philippe Ouedraogo est le deuxième burkinabé à entrer dans le collège cardinaliste après le cardinal Paul Zungrana, décédé en 2000. Ce nouveau cardinal, docteur en droit canonique, a été ordonné prêtre en 1973. Il a à certaines occasions critiqué la gestion du Burkina et plaidé pour la prise en compte des couches les plus démunies dans la répartition des fruits de la croissance. Il célébrera donc sa première grande messe ce dimanche 2 mars lors d'un grand pèlerinage marial dans la banlieue nord de Ouagadougou. Au Togo, opération de charme de Orabank à Tapamé, les nouvelles opportunités qu'offre cette banque aux clients depuis sa fusion avec la BTD ont été présentées aux populations. Yves Agbevivi. Depuis le 17 février 2014, la Banque togolaise de développement devient Orabank, un mariage célébré par des acclamations à Atapamé après les étapes de Dapaon, Kara et Sokodé. C'est à l'hôtel Le Roc que cette fusion a été présentée aux populations de la dite localité où les responsables ont exposé les avantages qu'offre cette banque à ses clients. Orabank dispose de 30 agents sur l'ensemble du territoire où la clientèle peut facilement mener ses opérations. En plus de cet avantage, les fonctionnaires anciens clients de la BTD, aujourd'hui Orabank, bénéficient de multiples allègements en matière de prêts. Pour les fonctionnaires, nous ne demandons plus de caution pour les crédits à la consommation. Les taux ont été revus à la baisse. Les taux qui étaient de 12% auparavant pour des crédits à 4 ou 5 ans ont été ramenés à 9% pour des crédits qui peuvent être remboursés jusqu'à une période de 6 ans. Et puis nous avons des crédits immobiliers qui peuvent se rembourser sur 15 ans à un taux avantageux. Cette fusion permet à Orabank d'augmenter son capital de plus de 10 milliards et la banque dispose, selon les responsables, de toute une gamme de financements en faveur des clients. Nous avons une gamme de financement à court terme pour leurs besoins de fonds de roulement, le soutien à leur trésorerie, mais aussi de financement des investissements. Ils ont déjà fait des pas de géant de motivation en réduisant les taux jusqu'à 9%. Et autres, dans l'immobilier aussi. Nous, on attendait ce nom-là. C'est comme du rêve. Mais maintenant, la chose est venue tout proche de nous. Notre rêve maintenant est devenu une réalité. De 13 000 clients avant cette fusion, Orabank voit le nombre de ses clients grimper à plus de 80 000, un avantage certain pour la banque. Je vous invite à découvrir maintenant une femme, sa passion, le piano. Il y a quelques jours, elle était en concert au Goethe Institut de Lomé, où le public a pu savourer ses talents. Nous la découvrons sous la plume de Esther Laclé. C'est un rendez-vous amoureux qui fait battre le cœur comme bat celui de la dame en noir et blanc face au corps. Mireille Faïmoura, cette brillante pianiste, a offert au public de l'Institut Goethe un show très spécial. Souvent c'est à la télé, tout ça là, de voir un concert de musique classique vive devant nous, en live, comme on dit, ça fait toujours chaud au cœur. Elle joue formidablement, vous avez vu ça pour les compositeurs espagnols et russes.
Elle a une technique très bien formée, très forte. Intermésie de l'allemand Brahms, Barcaroles de l'italien Mendelssohn, marche turque de Mozart, grande valse du polonais Chopin ou encore folk songs de l'américain Gershwin sont quelques-uns des airs interprétés par l'artiste. Et ce fut pour elle une vraie invitation au voyage. C'était un voyage musical. J'ai voulu faire découvrir différents styles de la musique, différentes époques, parce qu'il est clair, comme on est parti de l'Allemagne, comme je l'explique au début du concert, mais il est clair que dès qu'on franchit une frontière, les cultures sont différentes, l'histoire des pays est différente, et donc la musique est imprégnée, le reflet de l'histoire. Et donc j'ai voulu jouer la musique française, la musique polonaise, la musique russe, même la musique américaine, la musique espagnole, de façon à avoir un panorama le plus large possible. Plus qu'un concert, la prestation de Mireille Faye-Mora a tenu toutes ses promesses, renvoya certains à un passé marqué par certains de ces événements qu'on n'oublie jamais. C'est quand même l'Allemagne qui a des plus grands compositeurs et c'était aussi un peu à l'origine de mon initiative d'apporter un peu mon pays natal au Togo. Le vendredi prochain, donc le dernier jour du mois, le 28, il y aura un spectacle de danse et pour le mois de mars, nous prévoyons une série de films allemands ainsi que l'accompagnement du festival de dessin Mine de Crayon et des cafés littéraires dans le cadre du festival littéraire Fil Bleu. La soliste s'exprime également par écrit. Elle rédige des textes de conférences et écrit des scénarios de pièces de théâtre musicales. Voilà. Et puis en match comptant pour les 16e de finale de la Coupe de la CAF, l'équipe togolaise AS Douanes a accueilli cet après-midi le club égyptien Wadi Degla. Ce match aller s'est soldé par un score nul, un but par Toujan et Dédi Lamine Konaté. L'AS Douanes n'a pas réussi l'équation de ce match aller à domicile face aux Égyptiens de Wadi Degla. Ayant débuté la partie avec une lourdeur dans les pieds, Ali Baba Abbas et ses coéquipiers tout double vêtus vont se laisser dominer par les Blancs de Wadi Degla durant la presque totalité de la première mi-temps. Une domination qui a eu son fruit à la 22e minute grâce à Salah Eldin qui donne l'avantage à sa formation. 1-0, score à la pause. Avec ce retard, l'AS Douanes tente de revenir au score, mais les nombreuses tentatives échouent. Finalement, à la 69e minute, la défense égyptienne fauche Nwoklo Kosili en pleine surface de réparation. Saïbou Badarou transforme le pénalty. À un but partout, l'AS Douanes devra se préparer convenablement pour le match retour le week-end prochain en Égypte. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à l'équipe technique. Au revoir. 130 casques bleus togolais ont regagné Lomé cet après-midi. Ils étaient déployés depuis un an au Darfour, au service du maintien de la paix dans cette zone agitée du Soudan. Vers une décrispation de la fronde sociale qui sévit depuis 2 mois au Bénin, le président Yahi Boni joue à l'apaisement. Les prélèvements effectués sur les salaires des fonctionnaires grévistes leur seront restitués.